La plénière, après en avoir délibéré, décide. Article 1er. Le quotidien L'Audace Info est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Article 2. La carte de presse de M. Romuald Alengo, directeur de publication et promoteur du quotidien L'Audace Info, est retirée. Il ne doit plus se prévaloir de sa qualité de journaliste sous peine de subir la rigueur de la loi. Article 3. En cas de non-respect de la présente décision, le directeur de publication du quotidien L'Audace Info s'expose aux sanctions prévues par les textes en vigueur. Article 4. La présente décision prend effet à compter de sa date de signature. Elle sera notifiée au procureur de la République, à l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ACEP, au Centre national d'investigation numérique CNIN, ainsi qu'au directeur de publication du quotidien L'Audace Info. Elle est publiée au journal officiel. La plénière, après en avoir délibéré, décide. Article 1er. Le journal Le Patriote est suspendu jusqu'à nouvel ordre, ainsi que son site pirate. Article 2. En cas de non-respect de la présente décision, le directeur de publication du journal Le Patriote s'expose aux sanctions prévues par les textes en vigueur. Article 3. La présente décision prend effet pour compter de la date de sa signature. Elle sera notifiée au procureur de la République, à l'autorité de régulation des communications électriques et de la poste ACEP, au Centre national d'investigation numérique CNIN, ainsi qu'au directeur de publication du journal Le Patriote. Elle sera publiée au journal officiel. Considérant la gravité des faits, la plénière, après en avoir délibéré, décide. Article 1er. Les sites internet non autorisés dénommés Reporter Média Monde, Cristal News, Les Pharaons et le média social TikTok dénommé Madame Actu sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Article 2. L'ensemble des sites internet non autorisés dénommés Reporter Média Monde, Cristal News, Les Pharaons et le média social TikTok dénommé Madame Actu sont mis en demeure de régulariser leur situation en se conformant aux tests en vigueur en matière de presse et de communication en Louis du Bénin. Article 3. La haute autorité de la communication saisit le procureur de la République aux fins qui lui appartiendraient conformément aux dispositions de l'article 58 de la loi numéro 2022-13 du 5 juillet 2022 portant loi organique sur la haute autorité de la communication. Article 4. La HAC se fait le devoir de saisir les structures techniques compétentes à toutes fins utiles. Article 5. En cas de non-respect de la présente décision, les responsables de Reporter Média Monde, Cristal News, Les Pharaons et le média social TikTok, dénommé Madame Actu, s'exposent aux dispositions prévues par les textes en vigueur. Article 6. La présente décision prend effet pour compter de la date de sa signature. Elle sera notifiée au procureur de la République, à l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ACEP, et au Centre national des investigations numériques CNIN, ainsi qu'au responsable de Reporter Média Monde, Cristal News, Les Pharaons, le média social TikTok, dénommé Madame Actu. Elle sera publiée au journal officiel. Nous sommes dans une année, il faut oser le dire, déjà électorale. Et avec les défis qui sont les nôtres aussi bien dans une partie de cette transformation du pays, nous n'avons pas l'intention de flancher. Notre main ne tremblera pas. Et comme je l'ai dit, j'avais dit que nous allons ramener l'église au milieu du village, mais un ami bien avisé m'a dit que peut-être il va falloir que je parle plutôt pour que tout le monde me comprenne que nous allons mettre le Legba au milieu du village. Merci. C'était censé être un hommage aux forces de défense et de sécurité tombées au front suite à l'attaque terroriste du 8 janvier dernier. Cet hommage à ces héros de la nation organisé par les confédérations syndicales CSA Bénin, CGTB et UNSTB devrait rassembler les travailleurs des organisations syndicales du Bénin.
Grosse surprise, ce sont les forces de l'ordre qui ont fait éruption à ce rendez-vous censé être une manifestation pacifique. Et les travailleurs, dans leur sursaut patriotique, ont décidé de retenir la date du 18 janvier pour rendre hommage à ces braves forces de défense et de sécurité qui ont payé le prix fort pour que le pays continue de tenir et qui continueront de payer ce prix-là. Notre démarche était de les soutenir, de soutenir leurs familles, de soutenir l'ensemble des forces de défense de sécurité pour qu'ils sentent quand même que le peuple est avec eux et qu'ils ne démotivent pas. Nous avons prévu que cette manifestation ait lieu dans l'enceinte de la Bourse du Travail parce qu'il s'agit d'une expression de la classe ouvrière dans ce contexte-là. Nous avons convié le peuple, les travailleurs, tout le monde à ce rendez-vous de ce matin. Et comme vous le constatez, nous sommes obligés de nous incliner simplement devant la mémoire des intéressés et de prendre acte de ce que notre gouvernement n'a pas compris le sens de notre engagement. Nous nous sommes réunis, comme cela a été dit, pour rendre hommage à nos soldats qui, depuis mai 2019, que le phénomène du terrorisme a gagné notre pays, ont commencé par laisser leur vie en défense de notre patrie et à encourager les forces de défense et de sécurité pour la suite de ces combats que nous devons vaincre pour le bien-être de notre pays. Nous ne sommes donc porteurs d'aucune revendication qui pourrait justifier, n'est-ce pas, l'interdiction à laquelle nous avons assisté aujourd'hui. Plusieurs dizaines de policiers déployés pour empêcher les militants des confédérations syndicales du Bénin d'avoir accès à ce lieu névralgique de la revendication pour rendre hommage à ces militaires disparus. Nous exprimons notre perplexité et notre incompréhension face à cette curieuse frilosité que semble développer le gouvernement face à une activité pacifique de soutien simple au courage et à l'abnégation de ceux et celles qui payent le prix fort dans la défense de la patrie commune. Nous appelons le gouvernement à cesser de penser que les ennemis de la République sont à rechercher parmi les travailleurs réunis dans les organisations syndicales organisatrices de cette cérémonie pacifique du 18 janvier 2025. Notre pays a besoin d'apaisement social et politique pour faire les efforts nécessaires à la paix, à la sécurité et au développement. Nous dénonçons fermement cet acte qui constitue une atteinte grave à la liberté de réunion et d'expression, droits fondamentaux garantis par notre Constitution. Depuis l'attaque terroriste du 8 janvier 2025, plusieurs manifestations en soutien aux familles des victimes de cet acte de barbarie avaient été prévues. Nous avons trop souffert à la Criette depuis l'instruction préparatoire. Sur toute la ligne, nous avons trop souffert. Et nous n'avons pas été considérés tout le temps comme des dignes collaborateurs de la justice, des dignes cadres de la justice. Donc, il fallait partir. Qu'est-ce que nous reprochons à la procédure? C'est la violation des textes de loi, la violation de tout ce qui est élémentaire. Et ce matin, nous avons commencé par les mêmes violations. Des textes de loi aussi clairs que ça. Bon, on ne veut pas nous suivre, nous avons dit, nous partons, et c'est tout. Il faut partir. Nous sommes venus ce matin dans l'espoir que, bon, avant on était en instruction, mais aujourd'hui peut-être les choses allaient être faites normalement. Vous savez très bien que même dans notre tradition, avant de sacrifier le coq, il faut l'abreuver. Donc nos ancêtres connaissent la procédure. Et tout ce que nous demandons, c'est le respect de la procédure. Mais le juge, ou les juges, quand ils ont suspendu et ils sont revenus, ils ont joint l'incident au fond, ce qui pose problème. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas poser date alors que le préalable de la régularité de votre composition n'est pas respecté. Et il y a eu un autre incident, ça c'est notre deuxième observation,
la présidente qui préside la Cour, nous lui avions, dans une démarche de courtoisie, demandé une suspension pour faire observer au procureur spécial nos appréhensions par rapport à sa partialité ou à son impartialité. Et donc nous avons démontré avec des faits qui existent et qu'elle connaît, qu'elle n'était pas dans la sérénité requise pour pouvoir garantir aux personnes poursuivies tout au moins le droit à un procès équitable du fait des liens qu'elle établit avec l'une des parties au procès. Et nous avions espéré que ces éléments-là, qui sont des choses élémentaires en matière de procédure et en matière de procès équitable, devaient être suivis. Mais nous avons compris davantage que nous sommes rentrés comme dans un couloir et que contre vents et marées, et que toutes les limites ont été franchies en matière de respect des droits fondamentaux de la défense a pris ses responsabilités. Après en avoir discuté avec les clients, nous avons décidé que si procès il doit avoir, dans des conditions que je viens de vous décrire, il ne sert à rien d'apporter notre onction. Et c'est ce qui nous a contraints à la déconstitution. L'audience reprend demain, vous n'y serez pas? Nous n'y serons pas. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que la loi impose que lorsque vous poursuivez quelqu'un en matière criminelle, sa défense par un avocat est un impératif. Et donc c'est ça, au moins ça, le ministère public face à cette nouvelle évidence a cru devoir solliciter une suspension et donc ils vont essayer certainement de régulariser sur ce volet-là. Voilà ce que je peux vous dire. Une commission d'avocats d'office, certainement. Mais quelles sont les conditions pour que vous reveniez dans le dossier, vous qui êtes constitué là aujourd'hui? Évidemment, pour revenir dans le dossier, il faut que les préalables que la défense a posés, pour ne serait-ce que donner à ce procès l'apparence d'une justice. Nous ne demandons pas mieux, parce que nous savons que tôt ou tard, quelque chose de grave va se passer. Nous savons, les juges qui ont instruit ce dossier, nous en avons déjà donné un avant-goût. Donc nous y sommes préparés. Mais tout ce que nous demandons, c'est que nous sommes dans un état de droit. Mes chers concitoyens, l'âge d'or des États-Unis commence aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, notre pays prospérera et sera respecté à nouveau partout dans le monde. Tous les pays nous envieront et nous ne nous permettrons pas que l'on profite de nous. Chaque jour, mon gouvernement, très simplement, placera les intérêts de notre pays en premier, l'Amérique d'abord. Notre souveraineté sera restaurée, notre sécurité sera également restaurée. La justice sera de nouveau présente. L'utilisation du département de la justice à des fins personnelles et de notre gouvernement sera terminée. Aujourd'hui, je signerai une série de décrets présidentiels. Ainsi, nous commencerons la restauration complète de notre pays, la révolution du bon sens. Voilà ce dont il s'agit. Tout d'abord, je déclarerai une situation d'urgence à nos frontières sud. Toutes les entrées illégales seront stoppées. Nous commencerons le processus d'expulsion des sans-papiers criminels. Nous allons les renvoyer d'où ils viennent. Nous réinstaurerons ma politique du retour au Mexique. Je mettrai un terme à la pratique des arrestations et des libérations immédiates. J'enverrai nos troupes à la frontière sud pour réparer, pour lutter contre l'invasion catastrophique dans notre pays. Sous les décrets que je signerai aujourd'hui, nous désignerons également les cartels comme organisations étrangères terroristes.
And by invoking the Alien Enemies Act of 1798, l'Alien Enemy Act, je permettrai à mon gouvernement d'utiliser tous les pouvoirs fédéraux afin d'éliminer les présidents de tous les gangs qui apportent des crimes catastrophiques dans notre pays, en particulier dans nos villes et les banlieues de nos villes. L'Amérique sera une nation industrielle de nouveau et nous avons quelque chose qu'aucune autre nation industrielle n'aura jamais, la plus grande réserve de pétrole et de gaz de n'importe quel pays dans le monde et nous allons nous en servir. Nos libertés, la destinée glorieuse de notre pays ne seront plus rejetés. Nous allons restaurer immédiatement l'intégrité, la compétence et la loyauté du gouvernement des États-Unis. Au cours des 8 dernières années, j'ai été attaqué bien plus qu'aucun autre président dans notre histoire, plus de 250 ans, et sur la route, j'ai appris que la voie pour reprendre notre République n'est pas un chemin facile, je peux vous l'assurer. Ceux qui souhaitent stopper notre cause ont tenté de me priver de ma liberté et même de prendre ma vie. Il y a quelques mois, dans un champ en Pennsylvanie, une balle a traversé, effleuré mon oreille. Mais je pense, et j'en suis convaincu aujourd'hui, que ma vie a été épargnée pour une raison. C'est Dieu qui m'a sauvé pour que je restaure la grandeur des États-Unis. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso vont créer une force unifiée de 5000 soldats, selon une annonce du ministre nigérien de la Défense, Salifou Modi, ce mardi. Portée par l'Alliance des États du Sahel, cette initiative vise à renforcer la lutte contre les groupes djihadistes qui sévissent depuis des années dans la région. Nous sommes dans un même espace et devons lutter contre les mêmes groupes criminels. Il fallait mutualiser nos efforts, a déclaré le général Modi, précisant que cette force intégrera des moyens aériens et terrestres, ainsi qu'un service de renseignement et un système de coordination. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso font face à des attaques récurrentes de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Après leur rupture avec la France et leur retrait de la CEDEAO jugée inefficace, ces nations se tournent vers de nouveaux partenaires comme la Russie pour assurer leur sécurité. Ce nouveau dispositif de lutte anti-djihadiste devrait être opérationnel dans les semaines à venir et pourrait redéfinir la lutte contre le terrorisme au Sahel. En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda se sont emparés de Minova. Il s'agit d'une ville commerciale clé à l'est du pays. Diverses sources dont l'agence Reuters rapportent les faits. La chute de cette localité positionne les rebelles à moins de 40 km de la capitale provinciale Goma, non loin de la frontière avec le Rwanda. Elle intervient 2 semaines après la prise de Massissi par le M23, l'armée congolaise ayant lancé une contre-offensive pour reprendre la ville. Des combats intenses ont eu lieu ces derniers mois entre les rebelles et les forces gouvernementales dans la région. Une région convoitée pour ses innombrables minerais. Plus de 200 000 personnes ont été contraintes de quitter leur foyer. Selon Reuters, le gouverneur de la province, Jean-Jacques Pouroussi, a confirmé la prise de la ville de Minova. Les combats ont également provoqué un afflux de blessés soignés à l'hôpital de la capitale provinciale, selon les médias sur place qui citent les responsables de la Croix-Rouge. Depuis 2021, le M23 s'est périodiquement battu et a pris le contrôle de vastes étendues de l'Est de la République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, plus de 600 miliciens membres du groupe d'autodéfense Zaïre ont déposé les armes. Un acte que les Nations Unies qualifient de lueur d'espoir dans la province de l'Ituri. Il s'agit d'une région meurtrie par l'insécurité depuis 8 ans. C'est le début d'un vaste programme de démobilisation et de réintégration selon la MONUSCO.
Nos collègues de maintien de la paix de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo rapportent que plus de 600 combattants du groupe armé Zaïre ont déposé les armes. Cela s'est produit à Mabanga, dans le territoire du Djougou, dans la province de l'Ituri. Lors d'une cérémonie tenue récemment à Bunia, plus de 85 armes et munitions ont également été remises à la mission. Ils reçoivent un soutien pour des projets agricoles, des activités génératrices de revenus et des programmes de relance communautaire. En 20 ans, plus de 4600 combattants ont été démobilisés par la MONUSCO. En Haïti, la police kenyane a effectué des patrouilles autour de la capitale Port-au-Prince afin d'intensifier la lutte contre la violence des gangs qui sévit dans la nation caribéenne. Des troupes ont fait des rondes et un drone a été déployé pour la surveillance aérienne. Nous avons fait des efforts et joint nos mains à celles de la police nationale d'Haïti. Et nous sommes venus avec une équipe qui s'est attaquée aux gangs. Ils étaient nombreux. Ils avaient envahi jusqu'à cette colline et au-delà. Mais nous avons réussi à les repousser. Nous les avons combattus. Vendredi dernier, le Kenya a déployé 217 policiers supplémentaires en Haïti dans le cadre de la force multinationale visant à endiguer la violence endémique des gangs armés. Les patrouilles se poursuivront jusqu'à ce que la paix revienne dans le pays, a indiqué le commissaire de police kenyane, Edwin Kolil. À New York, lors d'une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU, des responsables onusiens et africains ont appelé à une réponse urgente face à l'aggravation du terrorisme en Afrique. L'Afrique subsaharienne concentre aujourd'hui près de 59% de tous les décès liés au terrorisme dans le monde. Le Sahel est au cœur de l'une des crises les plus brutales au monde. Depuis 3 ans, le nombre de décès liés au terrorisme a franchi la barre des 6000, soit plus de la moitié de l'ensemble des décès dans le monde. Dans cette vague meurtrière, le Burkina Faso est aujourd'hui en tête du classement mondial des décès liés au terrorisme, avec une augmentation stupéfiante de 68%, sans qu'aucun soutien ne soit apporté pour aider à inverser la tendance. Nous devons nous adapter à l'évolution du terrorisme. La lutte contre le terrorisme doit continuer à innover en adoptant une approche fondée sur le respect des droits de l'homme et de l'état de droit. Les intervenants ont exhorté la communauté internationale à soutenir l'Afrique. La communauté internationale ne doit pas laisser l'Afrique seule dans ce combat. Le succès de l'Afrique sera un succès mondial, mais son échec sera préjudiciable à tous. Selon le commissaire de l'Union africaine, en 2024, plus de 3400 attaques ont causé la mort d'au moins 14 000 personnes en Afrique. Au moins 66 personnes ont trouvé la mort dans un incendie en Turquie. C'est le ministre turc de l'Intérieur qui a donné l'information mardi. Sous le brasier, un hôtel de 12 étages situé au niveau d'une station de ski populaire du nord-ouest du pays. Les rescapés témoignent. Nous l'avons senti et nous sommes descendus relativement tôt. Je dis relativement parce que l'alarme ne s'était pas déclenchée. 2 étages étaient probablement en feu. Nous avons essayé d'atteindre l'étage supérieur, mais nous n'y sommes pas parvenus. L'incendie est parti de la section restaurant de l'hôtel vers 3h30 locale. Le bâtiment était occupé par 234 clients au moment des faits. Il y avait des flammes. Nous avons dû descendre et sortir par le bas. Nous sommes venus ici plus tard. Il n'y avait pas de pompiers pour les environs. Il a fallu 1h30 pour que les pompiers arrivent d'en bas. À ce moment-là, les 4e et 5e étages étaient en feu. Les gens des étages supérieurs criaient. Le ministre Ali Yerlikaya a précisé qu'au moins 51 personnes avaient été blessées dans le drame qui a frappé l'hôtel Grand Kartal de Kartalia à 300 km à l'est d'Istanbul.
La sélection du jury concernant le procès du rappeur A$AP Rocky devrait débuter ce mardi. Le juge de la Cour supérieure, Mark Arnold, a déclaré qu'il avait l'intention de constituer un jury rapidement et qu'il limitait strictement la durée pendant laquelle les avocats pouvaient interroger les jurés potentiels. A$AP Rocky, qui est accusé d'avoir tiré avec une arme à feu sur un ancien ami en 2021, pourrait être condamné à une peine de prison de plusieurs dizaines d'années s'il est reconnu coupable. Âgé de 36 ans, le jeune homme a plaidé non coupable de 2 chefs d'accusation pour agression avec une arme à feu semi-automatique et son avocat a déclaré qu'il n'avait commis aucun crime. Star emblématique du hip-hop, adepte de la mode et acteur qui a été nommé aux Grammy Awards, A$AP Rocky est le partenaire de la chanteuse Rihanna, avec qui il a 2 petits garçons. Par ailleurs, il a été nommé comme l'un des présidents célèbres du Met Gala en mai et a un rôle majeur dans un film réalisé par Spike Lee avec Denzel Washington. Mais sa vie pourrait être bouleversée par une condamnation à une peine pouvant aller jusqu'à 24 ans de prison si les jurés le déclarent coupable d'avoir tiré sur son ancien ami à Hollywood en 2021. Aussitôt investi à la Maison-Blanche, Donald Trump fait rétro-pédaler les États-Unis sur l'action climatique. Le président américain a déclaré qu'il allait de nouveau retirer sa nation de l'accord historique de Paris sur le climat, alors que son pays reste l'un des principaux pollueurs au carbone au monde. Le président notoirement climato-sceptique avait déjà annoncé le retrait des États-Unis de l'accord international lors de son premier mandat, avant que Joe Biden n'acte leur retour en 2021. Ce retrait, qui devrait entrer en vigueur en 2026, pourrait porter un coup aux efforts mondiaux de lutte contre le réchauffement climatique. Le départ des États-Unis peut compromettre les objectifs climatiques de la puissance mondiale et bloquer les négociations internationales sur le climat. L'accord de Paris vise à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius par rapport au niveau pré-industriel ou à défaut à maintenir l'augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Sous le mandat de Biden, les États-Unis s'étaient engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de plus de 60% d'ici à 2035 et à atteindre la neutralité carbone en 2050.